les 3 meilleures qualités que doit avoir un prestataire que vous auriez embauché. Première, je dirais savoir lire. Mais le problème, c'est qu'avoir une agence à taille humaine qui en parallèle fait le taf correctement, franchement, c'est super compliqué. Faire les choses à peu près bien, quoi. Dès qu'il faut travailler, il n'y a plus personne. La recette, elle est là. Pas plus compliqué que ça, quoi. C'est juste que ça demande de bosser. Après, moi, j'en ai vu plein, là, qui s'amusent à faire, entre guillemets, les anomalies et ça marche très bien. Et sur des niches énervées, en plus. Vous devez être capable de vous réinventer, de vous adapter très vite. Qui dit nouveau marché, dit nouvelles opportunités. Donc, il va juste falloir les identifier rapidement et les saisir. Ils vont nous envoyer des messages. Merci les Wizards, grâce à une astuce dans votre podcast, j'ai fait 30 c'est 000 vrai, en euros. plus, hein, combien de temps ça vaut de faire un site, c'est ça la question? Entre 5 heures et 6 mois, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony. Salut les gars. Salut. Salut. Ah, c'est la vraie intro, celle-là. Celle-ci, c'est la vraie intro officielle quand on est chez nous normalement, sauf que là, c'est pas le cas. Avant de commencer, vous connaissez le petit truc. Dans la description, vous avez un accès à notre formation gratuite sur la vente de liens qui vous permet de voir un gros module sur un business qui fonctionne très bien, qui a du potentiel, qui peut vous permettre de générer quand même pas mal d'argent si vous faites les choses bien. Deuxième petit CTA habituel, mais vous le savez, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, mettre les 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Et pour le sujet du jour, du coup, on a des questions en gros que vous nous avez posées pour une FAQ. On a plein de questions auxquelles on va répondre. Ouais, c'est la deuxième partie de la FAQ un peu premium, puisque cette fois-ci, on est toujours dans le studio de l'épisode, du 100e épisode des Wizards. Donc, profitez-en, le prochain, on est de retour à la maison. Je vais commencer du coup avec la première question. C'est une question de Maxime Dété. Qui demande quelle est la différence entre un SEO senior et un SEO junior. Bonne question. Bonne question, Maxime. Prochaine question. Non, la différence, c'est l'expérience que tu as, de toute façon. On parle de SEO, mais c'est pareil pour tout. Quand tu es senior, c'est que tu as déjà bossé sur quelques missions, que tu as vu des problématiques t'as beaucoup un peu plus variées. de visions, problématiques différentes, je pense. Tu es censé, en tout cas, avoir une expérience qui est plus large qu'un junior. Ce qui, de mon point de vue, parfois est un peu aberrant, parce que tu as des juniors qui sont très bons et des seniors qui sont éclatés. Ouais. Est-ce qu'on en profite pour évoquer, par exemple, certains consultants qui ont l'habitude de bosser pour des gros clients, des grosses marques, et qui, du coup, sont des SEO qui ont de l'expérience avec ce type de clients, et qui, parfois, pointent un peu du doigt les plus petits SEO qui vont un peu plus bosser en local, ou alors on passe à la question suivante. On peut évoquer ça, non ? C'est quoi que tu voulais dire par rapport à ça ? Parce que je pense que pour certaines personnes qui écoutent pas nécessairement le podcast d'ailleurs, mais... Et peut-être tant mieux d'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de SEO qui ont justement l'habitude de travailler pour des grands groupes, de bosser sur du volume, de bosser sur des gros e-commerce, etc., qui du coup ont des chevilles énormes et sont persuadés que ils sont beaucoup plus forts et qu'en fait, eux, je pense qu'on leur pose la question SEO senior, SEO junior. Pour eux, les seuls seniors, c'est eux, quoi. C'est ceux qui vont bosser justement sur des gros sites, des grosses marques. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Pour moi, c'est un peu le truc de aussi vouloir tirer dans les pattes des plus petits. Tu vois, moi, c'est comme ça que je l'ai vu la plupart du temps, même s'il y a des critiques que je peux comprendre parce que t'as aussi certains qui sont très juniors et qui se prennent pour des cadors. Ça existe aussi dans ce sens-là. Mais bon, franchement, au pire, tu les laisses faire leur chemin et se planter une ou deux fois et ils auront un petit retour à la réalité tout seuls. Et après, pour moi, c'est des métiers qui sont très différents. T'es un consultant qui bosse, j'ai aucune idée de qui gère ça, mais par exemple, tu bosses pour Decathlon. C'est sûr que c'est pas pareil que si tu bosses pour une assurance en local. C'est pas pour autant que, tu vois, les deux ont leurs défis, quoi. Je pense que c'est même deux métiers différents. Ouais, c'est ça. Pour moi, t'as des SEO grands comptes, et t'as des SEO petits comptes, et après t'as les éditeurs. En fait, moi, je ferais plus. D'ailleurs, les éditeurs, les SEO qui font de l'édition et qui gèrent leur propre site, c'est encore un autre métier, c'est un autre truc, parce que tu prends pas les souvent mêmes plus de risques. Ouais. Et tu vois, tu bosses pour Decathlon, t'as des problématiques de pagination. Moi, très honnêtement... Tu dois avoir de l'analyse de log et tout, que j'ai jamais fait, je sais même pas comment... Ouais, pareil. Pour moi, c'est le genre de truc un peu... Je sais pas. Ok. Donc, c'est différents métiers, et pour répondre à Maxime...
C'est l'expérience qui va différencier un junior d'un senior. Après, à partir, j'imagine que la question, c'est aussi quand tu vas aujourd'hui vendre ton profil dans une agence, par exemple, parce que tu cherches un CDI. Est-ce que si tu as monté quelques sites en perso et que tu fais du SEO depuis 2 ans... Tu seras considéré comme un junior. Hein. Ouais. Ouais, je Parce pense que la définition du senior, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. En France, ouais, c'est 5 ans, je pense. 5 ans. Ouais. C'est ça, ou c'est un nombre de missions, un C'est truc comme ça. En Dans général, les boîtes de consulting, c'est ça, c'est par année. Ouais. C'est 5 ans, t'es senior, point final. Ok. Donc, si jamais un jour on cherche du boulot sur le marché du SEO dans une agence, on est junior. Bah, franchement, Ouais. alors là, je pense que la notoriété du podcast nous permettrait de débarquer comme ça d'un seul coup. Mais par contre, je pense que quelqu'un qui est un peu dans l'ombre, même à tourner à 5-10 000 balles par mois avec ses sites en faisant du référencement et des trucs comme ça, c'est possible que le jour où il se pointe pour une quelconque raison chercher un CDI, il a beau mettre ça en valeur, je suis pas sûr qu'on lui dise bah monsieur vous êtes senior. Je pense qu'il faut d'abord que tu fasses tes preuves et on va te dire bon, au bout d'un an si vraiment on voit que t'es vraiment bon, ouais là tu passeras senior. Ok. Intéressant. David, quelle IA pour rédiger du contenu sur une niche adulte à part les rédacteurs? Je vois pas grand chose. Est-ce que vous avez des idées? T'en as plein, t'en as même en truc local, ouais. Mistral, des trucs comme ça, il me semble Ouais, que tu peux clairement en faire. Et après, t'as aussi des versions un peu débridées des GPT et tout ça qui existent. Du coup, c'est quoi? C'est du local à chaque fois? Ouais, pour le coup, récemment, j'ai été confronté au truc. Le problème, c'est que j'ai oublié le nom du modèle. Et je passais par... et c'était adulte, ok. Genre, ça pouvait rester soft tiers. Mais tu pouvais pas faire du hardcore, quoi. Ouais, bah en vraiment hardcore, je pense que t'as aucun modèle qui te laisse passer. En très très hardcore, après, tu prends un text bulker, tu peux le faire dériver un peu quand même. Hein. Ok. T'as pas de nom de modèle en tête, toi non plus? Je crois que c'est Lama, non? C'est peut-être ça, ouais. C'est le seul que je vois que tu peux faire un peu de trucs. C'est peut-être Lama, ouais. Ok. Bon. Si, en tout cas, vous avez des pistes, les auditeurs en commentaire sur YouTube, n'hésitez pas à balancer les modèles. Après, comme dit Franck, dans ton prompt, tu peux quand même les faire dévier. Hein. Ou alors tu peux lui faire dire certains mots et après, toi, un peu en bulk, moi, c'est ce que je fais quand c'est ce que je faisais. Ouais. Okay. On a Rosario qui dit comment réussir l'affiliation OnlyFans avec Instagram. Réellement, j'ai pas assez d'informations par rapport à ce secteur d'activité. Du coup, affiliation à OnlyFans, c'est sur Crack Revenu, de souvenir, et ils ont rentré l'affiliation Mime récemment. Mais c'est uniquement sur les abonnements. Eh ben, je crois que c'est plus le cas maintenant. Ah. Je crois que là, ils ont fait rentrer sur tout. Je suis pas sûr à 100%. Mais il me semble que c'est sur tout. Par exemple, sur TikTok, il y en a qui le font en faisant des classements de filles, par exemple. C'est des façons de faire. Je sais pas si tu vois un truc. Pas du tout. Genre les 5 plus belles filles d'Argentine, un truc comme ça. Ouais, par exemple. Ouais. Et il y a ce genre de truc qui marche. Après, si vraiment tu fais des trucs sombres, t'as récupération de contenu, compilation de contenu et tout ça, et c'est des possibilités. Ouais. T'avais aussi le truc, alors c'est peut-être pas le plus adapté pour TikTok ou quoi, mais tu sais, les meufs qui se filment en disant oh là là, j'en ai marre d'être célibataire, je sais pas quoi. Ouais. Ça marche, je pense. Ouais. C'est juste que c'est plus monétisé avec du dating. Ouais. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Après, la réalité, c'est qu'aucun de nous trois fait ce genre de truc, Rosario, donc on n'aura peut-être pas les meilleurs conseils spécifiques là-dessus. Peut-être monter des comptes de la personne. Je sais pas si ça pourrait se faire. Une espèce de compte fan, tu vois. Bon, dans ce cas-là, tu fais. Je sais pas, sinon, dans ce cas-là, tu fais de l'OFMIA, quoi. Ouais, pour de vrai, tu vois. Ouais. Quitte à pousser le truc, pourquoi se faire chier à faire de l'affiliation alors que tu peux aller chercher 100% des revenus. Ah oui, parce qu'en plus, ça sert à rien, en vrai. Ouais, ce que tu dis, c'est. T'as pas à gérer tout ce qu'il y a derrière, au final. Ouais, mais dans ces cas-là, même autant faire de l'affiliation dating. Si c'est pour prendre 5 centimes 5% des abonnements OnlyFans. Ouais, c'est ça. Franchement, autant avoir les bonhommes, tu les rediriges sur du Telegram, et sur le Telegram, après, tu bombardes off-dating. Je pense que t'es plus rentable. On a Oncle Chou qui nous dit « Hello les gars, vous parlez souvent de l'importance de la niche, d'arriver dans les premiers sur la niche et de la cacher le plus possible. Comment allier ça et netlinking ? À partir du moment où on commence à acheter des liens et même à remonter des XP pour monter des PBN, on peut facilement se faire cramer, entre guillemets. Comment restez-vous discret ? Quelles sont vos meilleures techniques ? Force à vous, vous êtes des boss. »
Moi, la réalité, je me suis pas caché et j'ai acheté des liens comme un bourrin. Et en fait, ceux qui sont venus me concurrencer, c'est pas des gens à qui j'avais acheté des liens, je pense. Si je peux me permettre, je sais pas si tu parles de 100% de tes niches, mais il y a quand même des niches, en l'occurrence, typiquement. Moi, je suis sur le dating. Je réinvente pas la roue. Je suis juste positionné. Ouais, en fait, quand vous êtes sur des secteurs mainstream, ça va. Par contre, il y a des fois où, quand on a des idées qui sortent vraiment, qui sont un peu out of the box et qui cartonnent et sur lesquelles on est précurseur, là, en effet, il y a une vraie question qui se pose, je trouve, au niveau du netlinking. Une des niches que j'ai fait la dernière sur un des gros sites que j'ai fait, j'ai acheté du lien comme un bourrin sur des... Enfin, comme un bourrin, non, c'est pas vrai. J'ai acheté des gros liens, mais j'ai acheté plein de types de liens, du Linkuma, ouais, surtout tout que ça. En plus, là, quand t'es en début de niche, les gens, ils comprennent pas ce que t'achètes. Ouais. La vérité, c'est ça. Ils voient pas le potentiel du truc. Donc, ouais, alors moi je dirais quand même que ça dépend et je dirais que je peux me mettre à la place d'Oncle Chou et donc je vais te répondre parce qu'il n'y a pas 36 000 manières de faire. Je pense que si t'es vraiment parano, c'est tu fais ton netlinking toi-même et donc tu fais par exemple du lien forum. Ça c'est l'une des manières de netlinker soi-même et si t'as peur que malgré tout on te remonte via les spots que tu as sur des liens forum, là tu peux faire ce qu'on appelle du cloaking via shortener. C'est-à-dire que tu as un domaine ou plusieurs domaines qui font un effet de cloaking et étant donné que tu ne contrôles pas le code même de la page, et ben ton cloaking tu vas l'intégrer dans ton shortener. Donc ça veut dire que tu vas acheter par exemple shortener22.com qui va rediriger vers ton site sur ta niche spécifique et que tu as envie de cacher. Et quand tu as un utilisateur qui va, en gros, tout ce qui n'est pas Google, par exemple, dès qu'il clique sur le lien, verra un autre site que celui qui est le site cible sur lequel tu vas linker. Ça, c'est à mon sens, c'est ce que j'ai fait dans certains cas, mais j'avoue que je le fais plus trop. Le problème de ça, c'est que tu vas diluer la puissance de ton lien, forcément un petit peu. Le fait d'avoir une redirection, ça te dilue ne serait-ce qu'au moins un petit peu la puissance. Mais il y a encore beaucoup de gens sur des thématiques un peu border ou sur des niches justement où ils sont un peu précurseurs qui cloquent de cette manière. Et l'autre méthode, c'est de faire du PBN et là pour le coup, tu contrôles complètement, t'es tranquille, tu bloques les robots, le site directement, tu bloques les robots, enfin tu fais ta vie. Donc PBN, pour ceux qui connaissent pas, Private Blog Network, le fait d'avoir un petit réseau de sites qui sont là pour pousser. Mais moi, en tout cas, je comprends ta question et je trouve que en effet, tu peux la jouer comme Franck, t'en foutre et linker sans trop te poser de questions. Mais si t'es un petit peu parano, pour moi, c'est les deux manières de faire du lien en restant un peu planqué, quoi. Et d'ailleurs, parce qu'avec les shorteners cloqués, ça peut te permettre également de faire du lien sur des trucs où c'est très dur à acheter. Et ça, je me suis toujours demandé pourquoi les mecs du casino le faisaient pas, par exemple. Quand tu te fais refuser, en fait, tu fais un shortener cloqué au milieu avec une très belle page sur, je sais pas moi, un jeu téléphone mobile, tu fais genre c'est un vrai truc. Et en fait, le jeu, il est renvoyé vers un casino en ligne. Et je crois que c'est pas beaucoup fait. Hein. Non, c'est pas beaucoup fait. Et je pense qu'il y en a clairement et enfin tu passes à côté de certains. Dans 6 mois, on va nous envoyer des messages. Ouais, merci les Wizards, grâce à une astuce dans votre podcast, j'ai fait 30 c'est 000 vrai euros. en plus. Hein. Ouais. Et par contre, moi, tu vois, et je comprends la question. Et pendant très longtemps, j'ai été comme lui à ne pas utiliser certains tools parce que peut-être que les gens ils pourraient voir ce que je fais et tout. Et en fait, là, j'ai fait le parti pris depuis 2 ans de me dire j'en ai rien à foutre. Ouais. Et en fait, j'ai tellement plus scale plus vite, prendre les bons outils et tout. T'es derrière, tu veux regarder ce que je fais, vas-y regarde, et puis prends le temps de le faire si ça t'amuse et de temps en temps. On a tous fait des machins pour espionner et tout. La vérité, c'est que tu vois les trucs, tu fais OK, et puis après. Ouais, tu viens de dire un truc important, tu l'as dit mais t'as dit il y a personne qui fait plus rien. Ouais, personne qui fait plus rien de toute façon. Enfin, tu vois le truc, tu te dis ouais, je vais le faire, c'est une bonne idée, mais la vérité, c'est que tu lances pas. Ou alors tu vas lancer 2 semaines après, t'as arrêté. Donc dans tous les cas. Ouais. Et la réalité, c'est qu'on est aussi encore une fois dans un marché où, comme on le disait dans l'épisode dans le 100e épisode, le dernier épisode. On est dans un marché où c'est de plus en plus compliqué de faire beaucoup de choses en parallèle. Donc en fait, il y a aussi cette limite, mine de rien. Il y a une époque, nous, en 2014, 2015, 2016, c'était en mode, tu voyais un truc, le lendemain, tu avais lancé 10 sites dessus. Et c'était celui qui faisait ça le mieux, performait le plus. Et en fait, aujourd'hui, ça existe encore, c'est du black hat SEO d'une certaine manière, mais il n'y a aucune pérennité à faire ça. Il y en a encore moins il y en a beaucoup moins qu'à l'époque, en tout cas, de cet effet un petit peu où tu t'en profites sur la durée. À l'époque, tu pouvais avoir des sites qui, comme ça, allaient tenir 3 à 4 ans. Aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. C'est plus possible, ou c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est aussi pour cette raison, Oncle Chou, je pense que même toi, tu simplifies un peu
ton truc aujourd'hui et tu te prends plus la tête, quoi. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les gens j'ai vont moins give up, sauter je dessus. pense, et je me dis, Ouais. je préfère avancer sur mes projets et au pire, il y aura un peu de concurrence plutôt que de me limiter et devoir, moi, aller faire tous mes liens à la main et tout ça. Et tu vois, même tu récupères des XP, parce que c'est ce qu'il dit, tu peux récupérer des XP, sauf que tout le monde les voit, les XP, et il y en a plein qui, du genre Anto, je pense, qui se les mettent dans un grand Excel et qui de temps en temps vont voir ce qui se passe. Que quand je joue les enchères sur Dropcash, ouais, c'est ce que je fais. Je regarde ce qu'ils deviennent. Ouais. Donc, mais voilà, je vu que le mec il a fait ça, je fais ok, c'est bien, tu vois. Ouais. On a Amine ensuite qui nous pose la question, quelle est selon chacun d'entre vous, les 3 meilleures qualités que doit avoir un prestataire que vous auriez embauché? Avec toutes mes amitiés, Amine. La première, je dirais savoir lire. Savoir lire. Savoir lire. Ouais. C'est quoi ça? Parce qu'il y a personne qui sait lire. Tu lui donnes une consigne, et forcément, à la fin de la consigne, bah, c'est oublié. C'est oublié. C'est pas rien. Donc, juste savoir lire déjà, c'est déjà bien. T'en as d'autres ou pas? Savoir lire. Ouais, Savoir lire 3 fois. Ok, savoir lire. Ouais, bah, je pense être comment dire, savoir faire des retours, savoir dire où ça en est, où en sont les choses, comment ça avance. Et au final, quand t'es presta, nous on n'est pas presta, donc c'est dur à dire, mais moi en tout cas sur les prestats que j'aime bien savoir comment avancent les choses et avoir un peu d'informations. Il y a trop souvent, je pense, des prestats qui prennent des clients, ils sont contents parce que du coup ils ont eu leur argent et après ils les laissent dans le vide. Ce matin, j'en parlais avec une personne que je coach et qui me disait, en gros, lui, il a pris un prestataire SEO très réputé en plus de ça. Et il dit, ils m'ont fait le consulting, c'est cool, ils m'ont donné plein d'audits et tout. Et après, plus de nouvelles. Fini. Okay. Finito. Donc franchement, après, moyen, ils ont payé un consulting ou ils ont payé autre chose? Je pense qu'ils ont, je sais pas. Parce que quand tu payes un consulting, quand tu payes un audit, t'as un audit en fait. Derrière, il va pas t'appliquer l'audit aussi. Ça, c'est encore une autre prestat, j'imagine. Ouais. Et moi, je dirais qu'en fait, moi, je le vois, les 3 qualités que doit avoir un prestataire, je le vois parce qu'autour de nous, j'ai certains potes qui font de la presta et pour qui j'ai toujours dit que si demain je devais confier un projet SEO par exemple à quelqu'un, je sais que dans notre entourage, on a des gens qui sont sérieux et en fait, pour moi, ça commence par le sérieux. Et le travail. C'est-à-dire que tu l'as dit d'une certaine manière. Aujourd'hui, je pense qu'il y a honnêtement sur le marché, je vous dis à peu près, à mon avis, un bon 3/4 des prestataires, agences ou freelance, qui en fait sont plus ou moins bons pour closer des clients, mais derrière le travail il est éclaté. Et en fait, c'est de plus en plus rare de trouver des prestataires qui vont fournir un travail respectable, qui fonctionne. Et qui vont vraiment mettre les moyens en fait pour aller chercher du résultat. Il y a énormément de prestations aujourd'hui où les gens se contentent de vendre quelques liens par-ci par-là qui sont à moitié automatisés et il y a pas de suivi, il y a pas d'accompagnement, il y a toute une partie en fait. Voilà, moi encore une fois, je les vois autour de moi et je pense que la première question que tu dois te poser, Amine, quand tu as affaire à un professionnel et que tu veux sous-traiter, c'est d'essayer de vraiment comprendre déjà qui t'es en face de toi. Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt humain? Pareil, il y a un truc, je sais que nous 3, on n'aime pas particulièrement faire de l'humain, en tout cas sur la presta, ça fait partie des trucs qu'on ne pourrait pas blairer, c'est pour ça qu'on n'en fait pas. C'est de scoltiner machin au téléphone, de closer Nadine de la compta pour son truc et de passer 30 minutes avec elle alors qu'on sait personnellement qu'elle y connaît que dalle, mais que ça peut potentiellement déboucher à quelque chose. Ça nous gonfle. Et je pense qu'un bon presta, il doit aussi être capable justement d'avoir ce côté très humain. Moi, je les vois autour de moi, les agences pour qui je pourrais... en qui je me dis, ok, ils sont sérieux, c'est chouette, il y a une vraie proximité. Et ben, en fait, ils sont au charbon et ils sont en train d'appeler les gens. Ils ont ce côté très humain où même si un débutant les appelle, et ben, il va leur répondre, ils vont essayer de leur expliquer, de leur donner. Et moi, à chaque fois qu'ils m'essayent, je suis waouh, c'est horrible, je pèterai un câble. Mais la réalité, c'est que pour quelqu'un, peut-être Camille, c'est ton cas, qui a pas nécessairement énormément de compétences, etc., et qui a envie d'avoir un vrai accompagnement, bah, rien de tel qu'une vraie agence à taille humaine. Mais le problème, c'est qu'avoir une agence à taille humaine qui en parallèle fait le taf correctement, franchement, c'est super compliqué. En fait, je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'agences où juste les gens sont mauvais, et je dis pas ça de façon trop méchante, mais c'est... t'as par exemple un très bon consultant SEO, on va rester dans notre truc SEO, très bon consultant SEO qui veut scale. Du coup, il se dit, de plus en plus de demandes de clients, donc je vais passer de consultant un peu tout seul à monter une agence.
Sauf que pour scale, du coup, il doit recruter et trouver des, comme on dit, des A-players et tout ça. C'est cher. Bah, c'est cher, c'est dur. C'est dur d'avoir des gens qui vont rester. Et en fait, tu te retrouves à recruter quelqu'un qui est bon, mais peut-être pas ouf non plus, et sur lequel tu vas placer ton client. Donc toi, t'es bon, mais tu délègues à quelqu'un qui est peut-être un poil moins bon. Et en plus de ça, tu sais quand même qu'il y a plein de clients qui savent pas vraiment ce qu'ils achètent. Nous, je pense que aussi, on a ce côté où on connaît ce qu'on achète quand on délègue, par exemple, du SEO, et on a les capacités de savoir si c'est bien ou pas. Il y en a plein qui n'ont pas ces capacités-là, en fait. Et... D'ailleurs, j'en profite pour le placer ici, mais si parmi les auditeurs qui nous écoutent dans cet épisode, il y en a certains qui, en ce moment même, et c'est peut-être ton cas, Amine, cherchent des agences avec lesquelles bosser, il se trouve que nous, on a le recul. Aujourd'hui, on sait, enfin, en tout cas, on a une idée de quelques agences sur chaque thématique, sur chaque sujet, que ce soit l'automatisation, les réseaux sociaux, le SEO, qui sont performantes et qui respectent leurs clients. Si c'est des contacts qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à bonjour@wizardspodcast.com. On sera un plaisir de vous rediriger vers les bons contacts aussi. En réalité, je pense que la mise en relation, c'est l'un des moyens de pas se retrouver avec des pingouins en face qui font n'importe quoi. Hein. Clairement, ouais. Ok, donc merci Amine pour ta question. On passe à la question de Denis. Comment feriez-vous de l'affiliation sur des sites, entre parenthèses, pas YouTube ou réseaux sociaux, pour des produits physiques en 2024 ? Les comparateurs et les guides d'achat n'étant plus très appréciés par Google et la concurrence forte, y a-t-il que les fausses boutiques qui vous paraissent pertinentes ? Exemple de produits, lampe de chevet, bandes de musculation, sac de voyage. Merci. Sans vidéo. C'est un peu le problème, hein. Tu te mets un peu une balle dans le pied, Denis, avec... Ouais. En fait, c'est dommage de s'enlever un truc qui marche, quoi. Au-delà de marcher, c'est l'avenir. C'est l'avenir, ouais. C'est ce dont on parlait dans le dernier épisode. C'est de plus en plus méta, en fait. C'est vraiment une manière de faire qui est amenée à changer. Aujourd'hui, les gens qui veulent un avis sur un produit, là, je te prends une lampe de chevet, un banc... on va prendre le banc de musculation, c'est un peu plus pertinent. Le premier réflexe que je vais avoir, c'est je vais taper la référence de mon banc, je vais faire avis sur YouTube, parce que je veux voir le type, l'essayer, me dire vraiment ce qu'il en pense, il l'a essayé 1 semaine, 2 semaines, machin. Et même si, en l'occurrence, Denis, j'imagine que c'est compliqué, en effet, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se dire, bon, chaque truc, je vais le tester, je vais en faire une vidéo YouTube face cam et tout. Et encore une fois, il y a des manières de faire qui vont au-delà de ça. Mais encore une fois, tu as bien précisé que c'était en dehors de YouTube et des réseaux sociaux. Donc maintenant qu'on a dit ce qu'on en pensait, c'est quoi la meilleure manière? Ça reste en effet de faire moi, c'est comme avant, en fait. Il y a pas... ou juste de faire des ou c'est les meilleures tables de chevet, je mets la mienne. Enfin, un peu nul, meilleure table de chevet, mais... Comment bien décorer ça à la maison? On va garder sur bande muscu, parce qu'en effet, table de chevet, tu vas pas gagner des sommes colossales avec ça. Mais bande muscu, en fait, pour moi, dans ce cas-là, tu fais un gros site, en effet, avec une partie e-commerce et quand même une partie qui reste des pages meilleurs produits, avis, plus le nom de tous les produits. Et là où tu vas devoir bosser fort, c'est que tu vas devoir faire du volume, traiter tous les produits et traiter tous les nouveaux produits qui arrivent. Ouais. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « Ouais, mais c'est concurrentiel ». Et en fait, je pense que pas tant que ça. Parce qu'on se souvient de l'histoire de... Nous, on en parle beaucoup dans les Wizards, mais le fait d'avoir la primeur, donc d'être précurseur. Et j'ai un ami qui a lancé typiquement... je vais changer la thématique. Qui a lancé un site de skate électrique il y a 1 an et demi, sans trop d'expérience. Voilà, il savait juste faire des WordPress. Et en fait, il s'est contenté de monter un site spécialisé sur le sujet, où il faisait des reviews assez de bonne qualité sur les skates électriques. Et en fait, juste le fait, dès qu'il y a un nouveau skate électrique, de le couvrir, votre concurrent qui est là depuis 3-4 ans, une fois que qui est un peu tranquille en mode faut que je demande à mon malgache de faire l'article, hop, je le mets dans ma liste. Vous mettez au charbon un jour après la sortie du nouveau skate. Je peux vous assurer, vous avez la prime de fraîcheur, vous êtes premier. Ouais. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un site ultra autoritaire. Et c'est tout l'avantage de ce genre de site de niche, c'est qu'aujourd'hui, avec le Topical Trust Flow, vous pouvez assez facilement faire un site sur les bancs de muscu et sur rien d'autre que les bancs de muscu et couvrir tous les nouveaux bancs de muscu, les nouveautés, en quoi il est bien, et juste vous faites de la qualité et vous couvrez rapidement les références qui sortent, et vous pouvez assez facilement faire un petit peu de sous. Après, encore une fois, Denis, faut prendre en considération que si tu fais un site sur les lampes de chevet, tu vas vraiment te faire chier pour le coup à faire ça, à couvrir toutes les nouvelles lampes de chevet. Mais c'est faisable. Non, mais en plus de ça, là, faut se poser la question de est-ce que toi-même t'irais sur internet marquer meilleure lampe de chevet, tu vois? Ouais. Je pense pas. Il y en a qui le font sans doute, mais c'est sûr qu'en tout cas, on en parlait dans le dernier podcast, la tendance va vers une autre manière de faire ses recherches, quoi.
Et la réalité, c'est que Non, mais je pense c'est que peut-être pertinent je d'aller dis ça sur, dans le sens où il y a des niches où c'est peut-être des niches un poil plus techniques. Et justement, les bandes muscu, c'était un bon exemple, je trouve. Parce que là, tu passes sur des trucs un peu plus chers et tout. Et ça, à la limite, pourquoi pas. Il faudrait taper meilleure lampe de chevet sur TikTok. Je suis sûr que t'as un top 5 des lampes enfin, peut-être pas, mais en vrai, qui cherche ça après? Franchement. Je me positionnerais plus sur comment décorer une chambre, tu vois. Ouais, mais ça, le problème, c'est que. Inspiration chambre, tu vois. Ouais, le problème, c'est que là, si t'as Pinterest. pas un ranking de 20 exemples de chambres avec des images qui sont sur Pinterest, tu ranks pas. La SERP sur ça, c'est que des 20 quelque chose ou 50 exemples de chambres décorées. En fait, il y a un moment où tu peux pas. Google attend quelque chose, tu peux pas, parce que toi, t'as envie de faire que un type de truc, te dire, bah, je vais faire ça. Avec l'IA, tu mets 20 fois ta lampe de chevet dans des scènes. Ça marcherait, je pense. Ça, je pense qu'il y en a plein qui en profitent pas de ça, mais faire, tu vois, avec l'IA, tu fais 20 exemples de salons cosy, je sais pas quoi. Tu peux les faire 20 fois, avoir des jolis exemples, et d'ailleurs, les gens verront même pas que c'est de l'IA. Après, je fais une aparté quand même, mais les questions comme ça, et je comprends qu'on nous les pose, mais en fait, on nous les pose souvent, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens attendent une recette magique, alors qu'il n'y en a pas, en fait. On le dit à chaque fois, c'est juste, vous traitez un sujet de fond en comble, vous faites un site dessus, vous avez toujours l'avis, vous êtes à jour, et ça, il y a trop de gens qui le font pas, avec, comme on l'a dit, les derniers produits qui viennent de sortir, des petites marques qui se lancent inconnues au bataillon, qui vont faire très peu de volume, mais en fait... il faut les traiter. Ouais. Il suffit que tu lances de la pub ou un truc comme ça fait un gros volume derrière. Ouais, non, mais exactement. Et en fait, la recette, elle est là et elle est pas, elle est pas plus compliquée que ça, quoi. C'est juste que ça demande de bosser. Question suivante. Merci Denis pour la tienne. En tout cas, Jérémy. Bonjour, ma question est simple. Pour un business de vente de liens, est-il judicieux de développer plusieurs sites en même temps ou se focus sur un site en particulier dans un premier temps? Non, plusieurs sites. Par contre, vente de liens, c'est typiquement le genre de truc, je pense, où il faut faire de l'abattage. C'est un peu l'exemple qui confirme la règle. En fait, la vente de liens, pour le coup, vous devez vous servir du levier qu'est l'IA pour aller plus vite et faire du volume. On en parle beaucoup. Je sais que Franck, tu l'utilises. On a de plus en plus d'amis qui l'utilisent autour de nous. C'est Bertrand qui nous en avait parlé en premier. Mais nous, on recommande Squatch, l'outil de rédaction de contenu automatique. Code promo qui est Wizard. Vraiment très bon. Le code promo Wizard pour avoir 15%, je crois, ou 10% ou 15% sur vos commandes. Et on vous mettra un lien vers Squatch en description pour ceux que ça intéresse. Mais typiquement, il y a beaucoup de gens en ce moment, je sais que Mathieu fait pas mal de tests là-dessus, mais qui relancent des expirés pour de la vente de liens, qui rethématisent. Donc aujourd'hui, c'est assez facile de faire un cocon sémantique. Je sais que c'est assez facile avec l'IA de faire des cocons sémantiques assez rapidement en leur donnant en input sur ChatGPT une liste de mots-clés. Votre export, moi je fais des grands exports de ma GSC, et par exemple je refais des sites à partir d'un export de GSC existante. Là je vous donne l'exemple pour Lucide. On est en train de mettre en place une stratégie SEO enfin. Donc j'ai pris un rédacteur qui s'occupe de rédiger, j'ai fait tout un cocon sémantique avec 3 gros clusters. J'ai pris l'export complet des Wizards sur la thématique des IA, et j'ai pris notre export complet GSC du site de Lucide actuel, qui fait déjà des impressions sur certains mots-clés sur lesquels on n'a même pas positionné, et l'IA m'a fait 3 gros clusters de manière automatique. Et ça, bon là en l'occurrence je prends un rédacteur, mais typiquement dans le cas de la vente de liens, tu plugues tout sur un Squatch et bam, tout est maillé, c'est magnifique quoi. Et le contenu est clairement très très ok. Si vous avez, tu seras mieux placé pour en parler. Ouais, je fais pas mal de tests. Si vraiment Squatch, si vous voulez le pousser, ça sort des trucs très cool, mais si vraiment vous voulez faire les choses bien, il faut créer un persona qui est ultra poussé. Genre moi, plus ça va et plus mes personas ils sont poussés, et ça donne vraiment une âme. Persona poussé, t'as une quantité de mots, tu vois la taille du prompt qu'il faudrait faire. Je crois que t'es illimité, mais toi, moi je raconte la vie d'une personne. Mais ses passions, des trucs à la con, hein. Mais c'est vraiment, j'explique dans quel contexte il traite de tel sujet. Il fait de l'immobilier, il a fait telle étude en immobilier, il a fait une alternance dans telle boîte, il a eu telle problématique. Ok, d'accord. Tu vois, par exemple, ses clients, c'était dur pour eux d'avoir des prêts, donc du coup, il a trouvé des solutions pour ça. Et du coup, dans mes textes après, il va dire, bah voilà, quand j'étais alternant chez machin,
avec mes clients, on avait souvent des problèmes pour obtenir les prêts et j'ai trouvé la solution, c'est ça et tout. En fait, il raconte ces petites anecdotes et il invente des anecdotes parfois qui sont les un sorties peu... sont méga solides en termes pour tous ceux que ça intéresse comme métrique, mais en termes de qualité de sortie et de détection d'IA, souvent ça bypass les détecteurs aussi. Parce que les scores sont vraiment pas dégueux du tout. Et concrètement, moi qu'on se le dise, hein, j'en ai vu pas mal des outils dernièrement et tout outil confondu, je trouve qu'ils survolent complètement le marché aujourd'hui. Sur la francophonie, en tout cas, c'est d'une efficacité. Ce qu'a fait Harry avec Squatch, c'est vraiment top. Donc voilà, essayez ça. Et donc pour répondre à ta question sur la vente de liens, c'est un des rares business où finalement faire du volume, c'est contrairement à l'édition, parce qu'on est tout le temps en train de dire il faut focus. Par contre, moi, si vous débutez vraiment en vente de liens, ce que je vous invite à faire, c'est lancer des expis, même des petits expis, mais en parallèle de ça, trouver une thématique rentable en vente de liens. Exemple, la finance, l'immobilier, enfin les grosses thématiques qui vendent des liens, et lancer un nouveau site avec un nouveau nom de domaine, et vous allez sur ce nouveau site, donner un petit peu plus d'amour, peut-être faire quelques contenus vous-même, tester certaines choses, faire les choses vraiment bien sur ce nouveau site, le linker ou acheter des petits liens pas trop chers, mais faire en sorte que de construire un profil de lien sur le long terme. Et comme ça, vous pouvez faire le comparatif entre les expirés, parce que la réalité, c'est que vous allez des expirés vous allez avoir des expirés qui vont pas forcément bien se relancer, et vous allez avoir en parallèle votre petit site sur lequel vous allez pouvoir faire plein de tests. Et moi, en ayant fait ça, par exemple, quand j'ai fait pas mal de ventes de liens l'an dernier, c'est clairement mon nouveau site, au final, le site domaine neuf qui m'a rapporté le plus de ventes et que j'ai très largement rentabilisé. Et de manière assez simple. Et ça permet, je pense, pour des débutants, de se mettre dans le bain du SEO, de tester quelques petits trucs. C'est vraiment une bonne école, à l'époque, t'avais des IA pas ouf quand t'avais commencé. Ouais, en plus. C'était pas top le contenu qui était mis. Aujourd'hui, c'est vraiment plus propre. Ouais. Mais par contre, il faut vraiment pousser le personnage. En fait, il y a trop de gens qui sont encore sur cette méta. J'arrive, je clique sur un bouton, je donne un titre et j'espère que ça va me faire un texte très propre, alors qu'il faut vraiment faire les choses à peu près bien, quoi. Dès qu'il faut travailler, il n'y a plus personne. Là vraiment, quand tu lances, imaginons que même à un moment tu scales et que tu as 10 sites d'immobilier différents, les 10 sites doivent avoir leur propre persona. De mon point de vue, c'est vraiment c'est ça, quoi. Et qui est aussi poussé les uns que les autres. On a ensuite Nab qui nous demande comment gérez-vous toutes les problématiques de cookies et de tracking de plus en plus anonymisés par les navigateurs. Nous, on peut rien y faire, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Et si tu fais de la ads, conversion par le serveur, le serveur to serveur. C'est les serveurs qui parlent entre eux qui envoient les conversions, quoi. Il y a ça, sinon il y a le tracking avec code promo qui est quand même le code promo. Et en vrai, les anciens trucs, les UTM, ça marche bien. Ouais. C'est à l'ancienne, mais ça marche très bien. Mais ouais. En tout cas, pour tout ce qui est... vous voyez, par exemple, typiquement, là, on vient de parler de Squatch assez longuement, on fait de l'affiliation pour eux, on balance le code promo. Et la réalité, c'est que si on l'avait pas fait, les auditeurs ont assez peu de raisons de passer par notre lien. Ouais. À part pour les plus gentils qui veulent nous filer un coup de main, mais au-delà de ça, les gens, ils vont directement chercher sur Google et c'est parti. Alors que là, ils savent qu'ils ont 15% à vie en passant. Donc, essayez de négocier des codes promo avec vos partenaires quand c'est possible. On le répète, mais... on a ensuite Seb J'adore qui nous dit est-ce que leswizards.com et leswizards.com avec le / à la fin, c'est la même URL? Est-ce que je dois faire des liens vers les deux versions? Je me pose la question surtout pour le maillage interne. Cette question, je me la suis toujours posée. J'espère que vous aurez la réponse. En général, tu as une redirection. C'est rare que tu aies les deux qui soient indépendantes. Mais là vraiment, c'est même pas www, hein, c'est www.leswizards.com et juste le / en général, tu as une redirection. Ouais. On s'en fout, quoi, c'est le même URL. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas à se prendre la tête pour... Enfin, faut quand même bien vérifier qu'il y a une redirection entre les deux, sinon c'est deux URL différentes. Ouais, mais même quand tu mets .com, tu mets pas d'URL derrière de base. Tu mets pas de slash, tu veux dire? Ouais, pas de slash, je veux dire. Ouais. T'as pas ton site .com /. Si t'as pas de page derrière, tu mets pas de slash. Ouais, non, mais par exemple, si t'as / meilleur détecteur d'IA / une page, je peux comprendre, mais sur une racine de domaine. Ouais. Donc en général, juste tu prends celui sur lequel c'est redirigé et tu fais juste des liens vers celui, enfin celui de base. On peut peut-être en profiter par contre pour parler d'un cas un peu plus commun que celui que tu as évoqué, Seb, c'est www.leswizards.com et leswizards.com.
Là, on est d'accord, ça pour le coup, c'est toujours bien d'actualité. Il faut avoir une bonne la redirection. Ah ouais, par contre, interroger, sinon c'est deux sites différents. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et notamment, je me souviens quand. J'en ai corrigé un hier, moi. Ah ouais. Ouais. Je pense qu'il y a 10 ans, quand j'étais en train de commencer à découvrir le SEO, j'étais assez proche d'une agence SEO qui faisait le SEO toute ma région. Et aucun de leurs sites qui avait la redire sur les www. Je leur avais envoyé un mail et tout en mode faites quelque chose. Je pense que peut-être au bout d'un moment, Google est assez intelligent et corrige, mais il vaut mieux le faire propre. Disons que tu prends un risque supplémentaire, autant pas le prendre. On a ensuite une question d'Olivier. Pensez-vous que dans la majorité des cas, il soit possible de gagner plus d'argent avec l'affiliation qu'avec des prestations SEO pour des clients? L'affiliation sur un site est-elle pérenne à long terme pour générer des revenus? Merci. Oui, 100%. Alors la réponse d'Anto, c'est oui, vas-y, explique-toi Anto. Bah oui, 100%, tu gagneras plus. Enfin non, ça dépend de ton niveau sur la même chose. Donc c'est compliqué, mais oui, en affiliation, tu gagneras plus qu'en prenant des clients, je pense. Enfin, c'est même sûr. Okay. Et la pérennité là aussi, si tu fais les choses bien, et des clients au même titre que n'importe quel business, ils peuvent te planter du jour au lendemain. Hein. Ouais. Donc la pérennité d'un prestataire, elle est pas non plus dingue. Ouais. Alors moi, j'aurais tendance à être un peu plus mesuré. Je pense qu'en effet, assez rapidement, vous pouvez avoir de meilleurs résultats avec l'affiliation qu'en prenant des clients. Je pense cependant que bosser pour des clients, c'est beaucoup plus simple. T'as la stabilité. Par contre, c'est très corrélé à votre temps. Ça, c'est une certitude aussi. Donc, c'est aussi la magie de l'affiliation. Hein. C'est ce qu'on vit plus ou moins tous avec des hauts et des bas. Hein. On est très transparent là-dessus dans le podcast, mais c'est que tu le disais notamment récemment, Franck, ça t'arrive régulièrement de te lever le matin et de voir que tu as eu 250 balles de commission. C'est quand même un luxe, et ça, c'est une des sensations les plus cool, je trouve, de notre métier, c'est que vos sites travaillent pour vous quand vous pioncez. Ou quand vous êtes... moi, ça m'arrive régulièrement, je vais faire un truc cool, une sortie avec des potes ou je ne sais quelle activité. Et quand je ressors, j'ai passé un bon moment et peut-être j'ai même payé ma sortie, tu vois, 100 €. Et quand je ressors, je me rends compte qu'en fait, elle a été remboursée pendant que j'étais en train d'en profiter par les ventes que j'ai fait en affiliation, par les commissions que j'ai reçues et tout. Donc ça, c'est très particulier et c'est très spécifique à l'affiliation qui a ce côté un peu passif. Maintenant, mon point de vue là-dessus, c'est qu'en effet, et je le redis et j'en suis intimement persuadé perso, mais si vous débutez complètement, vous aurez plus de facilité à vendre votre temps une fois que vous avez acquis un peu d'expérience en prestation. Et vous avez potentiellement, même si tu l'as dit, on n'est jamais sûr de rien et qu'un client peut clairement nous planter, je pense qu'il y a quand même ce côté qui est quand même un peu plus stable que l'affiliation sur du très long terme si vous êtes, vous, sérieux de votre côté et que vous respectez vos clients. Surtout qu'en affiliation, il faut accepter que tu peux faire un 10 000 tout zéro, quoi. Voilà. Et ça, non seulement il faut accepter, mais il faut être capable de l'encaisser le jour où ça arrive. Ouais. Et on est plutôt bien placé parce qu'on a tous bien vécu ici. Mais le moment où tu gagnes très très bien ta vie avec un site ou deux et que du jour au lendemain... Ça déguste, comme il dit. Ça déguste. Ça déguste. Et d'un coup, ça déguste plus. Ça déguste plus trop. Hein. Donc ouais, maintenant, ce qui peut être intéressant, et nous c'est ce qu'on recommande, c'est d'essayer de monter des petits side business en fait. Donc c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà de la presta ou déjà un CDI, eh ben essayez de construire votre business en parallèle de ce que vous faites comme activité principale. Et c'est ce qu'on essaie d'apprendre dans la Wizards Academy à nos élèves. Si t'es presta SEO, par exemple, qu'est-ce qui t'empêche de monter des petits... en plus, tu sais faire du SEO, tu montes des sites sur des expirés, tu fais de la vente de liens en parallèle. En plus de ça, tu peux vendre les propres liens de ton réseau à tes clients. Et ça fait une petite boucle. Et sur tes sites de vente de liens, si tu connais pas encore l'affiliation et que tu commences à avoir un peu de résultats, tu commences l'affiliation sur tes sites de vente de liens, qui du coup sont monétisés en vente de liens et en affiliation. Et si tu as un truc qui fonctionne bien, bah peut-être tu fais un site d'affiliation dédié à un produit que tu as vu qui fonctionne. C'est une façon de faire. Clairement. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai la prochaine question d'Idriss. Je viens de terminer ma formation en SEO. J'ai décidé de débuter sur Upwork pour rechercher des clients. Mais la concurrence est rude pour nous qui n'avons pas encore la notoriété là-bas. Alors j'ai eu une idée. Je recherche des sites qui ne sont pas bien référencés par Google sur un mot-clé, puis je redirige un petit rapport d'audit technique avec Screaming Frog. Puis je rédige, un petit rapport d'audit technique avec Screaming Frog. Ensuite, je leur demande de m'autoriser à finaliser le rapport gratuitement, audit on page et off page, et j'espère ainsi, après plusieurs tentatives, obtenir un client.
Quelle est votre opinion sur cette idée? Comment est-ce que vous l'appréciez? Merci. Upwork, c'est pas là où j'irais, moi. Ouais, pas du tout, ouais. C'est trop cheap. T'es en concurrence avec le monde entier, donc déjà pour les pricing, c'est un peu le border. J'irais sur Malte, je pense. Le Ouais, meilleur. Malte, je pense que c'est le mieux Ouais. en France. Après, l'idée est bonne, mais en call mailing. Ouais. Et en automatisant au max. Ok. Par rapport aux automatiques d'audit, je pense que ChatGPT, tu peux faire une synthèse. Emilia pour le call mailing et ça part. Je pense que tu peux faire un truc. Tu as moyen de développer légèrement la stratégie en te mettant à la place d'Idriss, même si là tu l'as fait rapidos, mais ça représenterait quoi? Ça veut dire que demain, tu mets en place une automatisation, par exemple sur Make, où tu vas faire un audit le plus automatisé possible pour des URL que tu scrapes, par exemple, des clients que Ouais, tu c'est scrapes. ça. Je prendrais par exemple le PageSpeed, tu vois, des trucs que tu peux vite fait montrer quand il y a des attaques. Vas-y, des trucs parle de ton histoire de PageSpeed là. Ouais, parce que de toute façon, avec Xeno. c'est incroyable. ça. Ouais, j'avais fait, j'avais récupéré tous les WordPress de France. Je regardais s'il y avait des plugins de cache. S'il n'y avait pas de plugins de cache, je faisais un PageSpeed. Du PageSpeed, s'il était mauvais, je les stockais. Après, avec GSA Contact Form, j'envoyais en masse en disant que je pouvais faire la presta pour améliorer le PageSpeed. Incroyable. Et là, explique-nous, parce que là, tu nous en avais déjà parlé dans un vieux podcast, mais tu avais combien d'appels? Parce que toi, tu avais plugué un numéro de téléphone Ouais. à ta On stratégie avait de mailing. une bonne trentaine, cinquantaine d'appels hyper vite, quoi. Ouais. Vraiment. Et bon, la réalité, c'est que J'en ai fait zéro. c'est du Anto. Donc Anto, il a fait ça pour tester parce qu'il a vu la faille, il s'est dit, il y a moyen de faire un truc. Et au final, t'avais jamais fait de presta parce que ça te saoulait. Mais il y a du potentiel, ouais. Mais des trucs comme ça, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Ouais, je pense qu'on va garder les infos. J'avais balancé un truc que j'ai donné Dans le live, aux c'était académies. incroyable. Ouais, mais Dans le live, c'était. il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le podcast, malheureusement. Même moi, dans Mais- ma tête, je me suis dit, en vrai de vrai, il y a moyen Ça de y faire- est, lui, ça a brillé d'un coup le soir. Mais j'y ai T'as repensé regardé longtemps, en j'y ai plus, repensé longtemps. Je me suis dit, mais en vrai, c'est stratosphérique, l'idée. Ça fait bien plaisir. Une idée qui marque Anto, c'est rare. Ça. Donc, ouais. Donc, en vrai, Idriss, alors en soi, ton idée est bonne. Maintenant, comme l'a dit Anto, ça peut être intéressant de chercher à automatiser un peu le process. Et en effet, le cold mailing, où tu as aussi, va voir du côté de GSA Contact Form, qui peut être une. C'est un peu plus merdique, parce ouais. que ça spamme tout. Donc, par exemple, si le mec, il a un formulaire, je sais pas, par exemple, pour une prise de rendez-vous de médecin, bah, ça le bombarde là-dedans, quoi. Ouais. C'est un peu plus dégueulasse, mais ça marche, par contre. Et moi, ce que je ferais, donc sans forcément rentrer encore une fois dans le détail, mais ce que je ferais, c'est que j'essaierais de définir une cible de marché très spécifique. Donc, je te dis une énorme connerie, mais par exemple, uniquement les éducateurs canins. Et comme ça, dans ton cold mailing, tu peux être très spécifique dans ton approche aussi. Et tu peux, tu vas scraper une quantité astronomique d'éducateurs canins en France et avoir une approche vraiment dédiée aux éducateurs canins. Donc, tu n'es pas trop large et tu vas pouvoir être beaucoup plus efficace comme ça. En tout cas, il y a énormément de petites stratégies que tu peux implémenter pour te différencier. Mais grosso modo, on n'est pas des experts non plus parce qu'on vend pas trop de prestats ni notre temps. On évite le plus possible, mais on a l'air plus ou moins tous d'accord ici pour te dire que Upwork, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour toi si tu es un prestataire français, en tout cas. Ouais. Et plus peut-être te diriger vers Malte ou alors... idéalement, si c'est dans tes cordes aussi, pourquoi pas monter une petite chaîne YouTube, un petit build-in public, même si t'as pas beaucoup de vues. C'est le plus important, ça. On le voit dans la formation, je pense notamment à Julien, dont on parle pas mal avec sa chaîne Pimp ton SEO. Ouais, je crois que qui a eu ses premiers contacts, ses premiers coachings, ses premières prestats vendus grâce au contenu qu'il produit. Et il a commencé il y a pas très longtemps. Donc en vrai, c'est aussi un super moyen d'avoir de la visibilité. Et juste un point sur Malte, par exemple, il y a quand même beaucoup de personnes. C'est dur de se faire une place. Au début, ne te mets pas des prix trop hauts, mais des prix plutôt bas. Tu peux faire un peu le petit truc de triche, mais demander à des potes, de la famille et tout, d'acheter une presta. Donc évidemment, tu vas payer ta commission et tout, et bah, tu rembourses ta famille. Donc ça va te coûter un petit peu d'argent, mais ce qui va faire qu'ils vont faire des commandes sur ton truc Malte. Donc aux yeux de la plateforme, tu as eu vraiment des commandes. Tu leur dis de te mettre des notes et des super bons commentaires et tout ça, et en fait, dès que tu auras quelques notes, bah, tu auras déjà un profil un peu trusté. Les critères de ranking, ils sont... Je sais plus, je les avais trouvés. Les commentaires, ils sont archi importants. T'as le temps de réponse aussi. Ouais. T'as le temps de réponse, et tu réponds très vite. T'as pas mal de critères comme ça que tu peux améliorer. C'est un du SEO de toute façon. Toujours pareil. Ouais. Ok. Alors, prochaine question de Stéphanie. Pourriez-vous expliquer concrètement comment poser des backlinks sur des forums? Quel type de forum? Comment être subtil? Existe-t-il des forums en dofollow?
Est-ce la même chose sur un commentaire laissé sur un article de blog? Merci pour les réponses. En fait, on a un module quand même complet dans la Wizard Academy sur ça, et ça me, j'ai pas envie qu'on cuck Et concrètement, nos le élèves. module doit durer 2h30, donc ça va être compliqué d'être Oui. très Après, je peux précis répondre dans les grandes lignes. Ouais. Tu peux utiliser ce qui s'appelle des footprints pour essayer de trouver des forums correspondant à ta thématique. On va reprendre le cas des éducateurs canins, mais tu vas pouvoir trouver des forums qui parlent de chiens. Et après, tu peux élargir un peu plus à les animaux en général. Ça te permettra d'avoir des forums quand même plutôt thématisés. Ensuite, tu vas vérifier que les liens sont bien en dofollow, que les pages soient indexables. Donc oui, la réponse c'est les liens dofollow sur des forums, ça existe. Et encore heureux, sinon on ferait pas de lien forum en fait. Ouais, du coup, oui. D'ailleurs, si c'est des liens nofollow, moi je perds pas du temps à le faire. Il y en a qui le font pour diluer. Moi, c'est pas. Ouais. Ça me saoule de faire ça. Du coup, quand c'est dofollow et tout, bah tu mets un message qui est intéressant. Et ton lien, tu peux le mettre de façon plus ou moins secrète directement, bien que la meilleure méthode, c'est de revenir plus tard, d'éditer ton message et là de l'ajouter. Et après, tu as plein de façons pour bypass un peu la modération, mettre les liens plus ou moins invisibles, ou mettre les liens dans des couleurs qui vont pas se voir directement, ou réussir à le cacher. Avec de la police. Taille de la police, même image, trucs comme ça. Enfin, il y a plein de solutions différentes. Donc, pour te répondre de manière assez complète, Stéphanie, en fait, ce qu'on appelle donc le fait de poster sur des liens forums, c'est vraiment une compétence à part entière, avec une vraie compétence derrière et un véritable. Il y a de quoi apprendre quoi sur cette thématique-là. Donc Franck t'a parlé des footprints, mais si tu veux, dans la barre de recherche de Google, ça consiste à mettre une suite de caractères spécifiques qui te permettent de retrouver tous les forums. Et par exemple, tu vois, les sites WordPress, le CMS c'est WordPress. T'as des forums où c'est comment ça s'appelle, PHPBB par exemple, c'est un forum très connu. Xenforo, enfin il faut connaître tous les CMS. Et après t'as des manières d'aller chercher, t'en as plein, des manières comme ça d'aller chercher et de tomber uniquement sur Google qui te renvoie des listes de forums sur des thématiques précises. Ces footprints-là, il faut les connaître. Et ensuite, en effet, tu as bel et bien des liens, de la possibilité de faire des liens dofollow. Sinon, qui marche très bien. Nous, on ne ferait pas de liens qui marchent très bien. Et globalement, par contre, le fait d'arriver sur un forum comme ça, demain, Stéphanie, tu t'arrives sur un forum, tu t'inscris, tu postes, tu mets ton lien. Clairement, tous tes liens vont être supprimés, modérés, tout ce que tu veux. Donc, il y a des manières pour faire ça de manière subtile. Soit, comme l'a dit Franck, repasser derrière, soit les planquer. Mais en tout cas, ça reste aujourd'hui une très bonne manière de faire du netlinking et sans doute d'une des manières les plus naturelles et intéressantes, en plus d'être gratuite, quoi. Et d'ailleurs, pendant un des lives de la Wizard Academy, donc pour les élèves, j'ai montré une technique qui permet d'avoir des liens dofollow sur des sites qui peuvent être considérés comme les plus gros sites de France. Dofollow, alors que normalement c'est pas censé être possible, par exemple. Il y a plein de techniques un peu plus poussées, plus ou moins connues et qui commencent à être connues. Évidemment, dès qu'on commence à partager ça, ça crame entre guillemets un peu le plan, mais pour l'instant ça marche très bien. Ensuite, pour les commentaires, c'est pareil. Ah oui, mince, t'as raison, elle parle des commentaires. Ouais, tu dirais quoi sur les commentaires? C'est pareil, du moment que c'est dofollow, c'est un lien, ça marche pareil. Voilà. C'était juste pour finir. Et par contre, si je peux me permettre, je crois que c'est de plus en plus rare les commentaires qui sont dofollow. Les commentaires dofollow, je pense. Il y a des trucs ultra spammy dégueulasses où t'as 70 liens. En vrai, il vaut mieux que tu te concentres sur les forums que sur les commentaires. Ça sera, à mon avis, très compliqué d'avoir des liens dofollow en commentaire qui seront à terme quali, quoi. Les fameux sites avec la sidebar à l'époque, là. Ouais, ça c'était de la bombe, ça. Le dernier lien au page, ouais, c'est ça. Tu bourrinais pour être tout le temps home. Ouais. Ensuite, on a le monsieur Xav qui nous dit: merci pour cette opportunité de vous poser des questions. Je vais vous proposer 4 questions. Vous choisirez ou pas celle qui vous intéresse. Il est gourmand, lui. Hormis les podcasts, avez-vous des livres intéressants à proposer? La lecture de SEO marketing, dev perso, permaculture. Le Make Money est un moteur pour vous. En avez-vous d'autres? Amour, famille, curiosité. Un peu plus philosophique maintenant. Comment voyez-vous l'avenir de l'humanité? Pessimiste, optimiste, sans avis? On est d'accord, le monsieur Xav, on va bien choisir une seule question. Parce que là, elles sont compliquées. Notre travail nous fait devoir réfléchir à la manière très rationnelle, informatique, analytique, algorithmique. Comment jugeriez-vous votre côté émotionnel? Comment
réagissez-vous à des news qui font s'enflammer les gens? Voilà, désolé pour ces questions qui sortent un peu de votre peut-être de votre thématique, mais elles vous intéresseront peut-être. Encore merci les gars. À laquelle on répond. Bah, les livres, on a déjà répondu plein de fois. Donc, Ouais, c'est vrai que la liste d'Anto de livres est quand même vachement cool. ouais, Il y en a pas. c'est vrai que. Non, mais ça, il me semble, il y a pas mal de podcasts. Oui, où on a c'est vrai déjà- qu'on en a parlé, donc notamment ça, dans le dernier épisode des FAQ de souvenirs, on réaborde Ah, vite fait le voilà. sujet, je crois. Ok. Donc on t'invite à aller voir ça. Et après la question, le mec monnaie est un moteur pour vous, en avez-vous d'autres? Amour, famille, curiosité, un peu plus. Est-ce que c'est un moteur? Moi, non. Et l'argent? Ouais. le business T'es un malade en ou général. quoi? C'est pas vraiment l'argent qui me motive, c'est Non, plus le business. le biz, ouais, et la technicité. Après, c'est sûr, je vais pas faire un truc technique sur un truc qui rapporte rien. Mais c'est Ouais, pas parce voilà. que c'est pas parce que le biz, genre le dropshipping, demain, il fait 1 million d'euros Ah par oui, mois. que ça Je devient- fais pas, je vais Ouais, pas je faire du suis drop. d'accord. Je pense pas que ce soit la question. Moi, je Ok. pense que la question on peut la tourner vraiment. Le biz est un moteur. Je pense que là-dessus, Ouais. on est Ah oui, tous bah, d'accord que c'est un clairement. moteur pour nous trois. Et est-ce qu'on en a d'autres? Le potager, Banto. La tranquillité. Faut être tranquille. La passion, c'est la tranquillité. Ouais. Dans tout. Perso, pro, tranquille. Ouais, après, c'est vaste, mais je pense à peu près comme tout le monde. Relations perso et tout, c'est un moteur. Je pense, enfin, j'imagine que c'est le cas pour tout le monde, mais peut-être pas. Ouais. Bah, il nous met dans la sauce quand même, le monsieur Xav. Non, j'avoue, je sais pas trop quoi répondre. Évidemment que je pense que, comme il dit, la partie amour, famille, je pense aussi que voilà. C'est un la peu- base. Ouais, c'est un peu la base. Maintenant, est-ce qu'on a d'autres passions en parallèle du biz? Bah, le jeu vidéo, on en a parlé pas mal. Enfin, moi, me concernant, c'est le cas. Bon, après, on a tous 50 000 passions différentes, j'avoue, ça slash dépend- lubies. ça dépend. du Ouais, moment. Après, il y a passion et lubie, quoi. Parce que comme tu dis, ça dépend du moment, parce on a tous une capacité à se À se passionner pour tout à et se rien. passionner rapidement pour un truc. à et- bouffer toutes les infos Ouais. qu'on peut, on siphonne le sujet et on passe au suivant. Ensuite, on a une question de Clem qui nous dit comment faire si tu lances en side project et que sur ton contrat CDI, il est bien stipulé que tu n'as pas le droit d'avoir une autre activité professionnelle, que ce soit concurrente ou non. Ah. En gros, la problématique, c'est pour encaisser. Les fonctionnaires peut-être. La plupart du temps, c'est les fonctionnaires qui ont Ouais, le parce qu'ils ont problème pas sur le ça. droit. ouais. Qu'est-ce qu'on fait Tu mets le nom de Euh, ta femme et puis voilà, problème réglé. Franchement, c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Mm. C'est- Ta mère ou ta sœur ou ton père. Tu montes l'AE au nom de quelqu'un d'autre et puis voilà. Et puis la réalité, Mais si, c'est que... en vrai, de vrai, sans frauder, portage salarial, t'es un CDI d'une autre boîte. Ouais, mais bon. Ça, c'est Du coup, c'est quand même marqué crois que t'as pas trop qu'il le n'a pas le droit droit, d'avoir une autre activité. Donc, Ah. s'il n'a pas le droit d'avoir une autre activité, je pense qu'il n'a pas le droit d'accord. d'avoir deux Je CDI. sais pas, c'est je un pensais que c'était genre, t'avais pas le droit de monter Ah, non. un truc, une boîte, tu vois. Ouais, Parce que je pense que si tu peux avoir deux CDI, tu vois, en complément de revenus, Moi, honnêtement, si j'étais à ta place, Clem, Je sais pas. si j'étais vraiment trigger par le fait de monter un side business, dans la réalité, de façon, si t'es comme nous et que tu veux lancer en édition de site, ça va pas débloquer instantanément des revenus. Donc, tu as Ouais. une période d'au moins 3 mois, on va dire, si tu passes un peu de temps dessus, où tu auras pas ou très très peu de revenus. L'autre réalité, c'est que le jour où t'es payé sur des plateformes, chez tes partenaires en affiliation. Donc en fait, c'est pas toi qui es payé directement, sauf si bien sûr tu vends des produits de manière directe. Mais en tout cas, si t'es en affiliation, c'est pas le cas. Et la réalité, c'est que si tu vois qu'en effet, ça commence à te rapporter des sous, comme l'a dit Franck et Anto, si pour toi c'est important de faire ça, c'est un risque que tu dois mesurer de ton côté. Mais en effet, tu fais ça sur une AE au nom de ta mère, ton père, ta sœur, ta copine, peu importe. De toute façon, au pire, tu le fais même à ton nom et est-ce qu'ils vont vraiment les vérifier? Et ça, c'est le genre de. Ouais, voilà, est-ce que- dans ton contrat, c'est le genre de le petite fameux règle risk qui est. reward, quoi. Est-ce que Ouais, c'est ça. Ouais. Et souvent, c'est la petite règle pour te faire sauter un moment, mais si. Si personne le sait, ils le sauront jamais. C'est un peu ça. Après, ouais. bon, voilà, fais les choses en connaissance de cause quand même, hein, que Voilà, t'ailles pas créer. Non, ton mais bien truc sûr. et Après, ça, c'est notre point de vue. Oui, mais nous, dans les Wizards, Il a dit, je Ouais, pouvais c'est faire ça. ce que je voulais. on n'est pas juriste non plus, tu vois, mais. Ouais. C'est perso, je pense que moi, j'en aurais rien à foutre et ça partira, quoi. Ok, on a une question d'Alex ensuite qui nous dit bonjour. J'aimerais savoir s'il existe des outils qui détectent les sites de niche, par exemple. Je veux détecter une niche et je lui dis va trouver une niche avec ce mot-clé. Je suis sûr que ça existe et que ça pourrait être aussi une idée intéressante pour un SaaS. Merci pour tout ce que vous faites. Hâte de venir au prochain Wizards Event.
Wizards Event qui sera en Avril 2025. avril 2025, tout à fait. À force de le dire, faut On vraiment a qu'on lance le truc. Hein. retenu le truc. Peut-être même il y a les préventes alors qu'il est, je sais pas. Je connais pas d'outils qui. Enfin, t'as Google, quoi. T'as Google, t'as Trends, allez. t'as ça. T'as des outils comme Affilisting par exemple qui te Ouais, c'est montrent toutes les affiliations qui existent. Mais du coup, Il y a tout le monde dessus. Il y a tout le monde dessus et surtout, faut aller trier quoi. Ouais. Tu sais pas quelle est l'affiliation qui fonctionne vraiment bien. Tu vas sur n'importe quelle plateforme, que ça soit des affiliés, des trucs comme ça, tu vois aussi toutes les affiliations qui existent. Après, il n'y a pas de truc automatique qui va te dire fonce sur ça, c'est la niche qui fonctionne quoi. Ou si, après, tu peux utiliser des ad spy, regarder ce qui tourne en publicité et te dire que c'est la niche qui fonctionne quoi. Peut-être. Après, en soi, ouais, ça peut être une idée de SaaS hein, pour les éditeurs. Un truc où tu tapes un mot-clé et t'as tous les sites de niche avec une estimation des revenus. Ça serait ignoble pour tous ceux qui éditent, mais c'est... Bon. Je pense que ça marcherait bien en plus comme outil. C'est une idée, Alex. Tu tiens quelque chose. On a une question de Dany. Salut les Wizards. Selon vous, est-ce possible de se placer top 3 sur un mot-clé concurrentiel avec l'intention d'achat, avec un jeune site si on fait du très bon contenu et un peu de deep linking? Merci. Je pense que c'est possible, mais ça va prendre du temps et c'est aussi en fonction de est-ce que tu vas avoir, est-ce que tu vas faire de la publicité en plus sur ta page, est-ce que tu vas faire des... Tu auras des signaux différents, est-ce que tu auras une vidéo, Ouais. est-ce que tu auras un truc qui fait la différence. Je pense que c'est pas impossible, je sais pas ce que... Ouais, bah, je vous rejoins. Moi, je pense que ça dépend aussi notamment de ce que va faire l'internaute en restant sur votre page. C'est un peu ce que tu viens de dire, Anto, sans développer, mais si vous êtes différent, typiquement, vous faites du rachat de crédit et vous trouvez un moyen de mettre un simulateur de rachat de crédit ultra stylé sur votre page, etc., et que les gens passent du temps et apprécient le moment qu'ils passent sur votre page parce que ça leur donne des infos, parce que ça leur apporte de la valeur d'une manière ou d'une autre, et ben peut-être que même si vous venez d'arriver il n'y a pas si longtemps, ça va suffire à avoir un edge suffisant pour être visible. Voilà, donc en vrai... Mais pour moi, ça sera pas que en SEO par contre. Hein. Je Ouais, pense il faut que si voir. t'as pas le du... SEO aujourd'hui, c'est plus que du oui. SEO. Et Ah, encore ouais, plus c'est sur sûr. des thématiques Mais concurrentielles. j'ai Il y a un du moment, mal, je pense qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens aussi. Ouais, ça. c'est ça. J'espère que tout le monde l'a bien compris parce que sinon... Bah, ça fait 2 ans qu'on le rabâche. J'espère Ouais, qu'à un j'espère moment, aussi, si c'est vous vrai, nous c'est écoutez vrai. régulièrement, vous commencez à capter le truc. En plus, faut pas voir ça comme une perte de temps, parce que même dans le projet que tu lances, Franck, au final, tu perds peut-être du temps à monter cette marque, mais c'est du temps c'est de l'argent que tu économises sur l'achat de lien. Enfin, si tu devrais le... Ouais, clairement. Ouais. Donc au final, c'est pas vraiment du temps perdu, quoi. Ouais. Et puis, c'est surtout le moyen d'avoir un projet qui dure sur le long terme, quoi. Ouais. Bah, Parce j'espère, en qu'une tout marque, cas. bah, on l'espère, mais honnêtement, si ce type de projet met en fait un projet qui est basé sur une marque, pour moi, c'est des projets qui bougent pas. Enfin, tant que c'est une vraie marque et pas une marque de SEO qui est là pour manipuler les algos. Si tu fais tout ce qu'il faut pour que ça soit une vraie marque, c'est en vrai. On a Lydie qui nous dit: la homepage doit-elle se positionner sur un mot-clé principal? Sinon, quelle encre choisir pour les backlinks pointant vers celle-ci? Merci. Ah, en vrai, c'est en fonction des niches. Hein. Il y a quand même des niches. À part EMD, je vois pas pourquoi ta home est censée ranker. Bah, parce qu'elle est puissante. Bah, c'est que tu t'as mal fait ton travail. Bah, regarde, je vais prendre niche certes illégale en France, mais casino en ligne, c'est beaucoup des homepages qui rankent. Hors la technique du Chiang Mai. La technique du Chiang Mai, alors là, On n'en dira pas plus, mais ouais. Ah ouais. Je Je pense pas. Ah ouais? Ouais, c'est que de la page profonde hors technique Chiang Mai. Ok. Alors, technique Chiang Mai, pour ceux qui se demandent, comme l'expliquer, ça a frustré trop de gens, on va le faire vite, mais c'est vous prenez un expiré avec beaucoup de patates. Donc, typiquement, le site d'une énorme mairie dans je ne sais lequel pays, qui a beaucoup de liens. Vous remontez le site avec les anciennes pages, juste vous transformez la home et à la place de la home, vous mettez un énorme comparateur de la niche que vous voulez cibler, du mot-clé que vous voulez cibler, par exemple. Donc, en gros, vous transformez juste la home. Mais c'est court terme. Et derrière, vous blastez tout ça avec un peu de GSA. T'as même pas besoin de blaster. Ah ouais, Ouais. ça passe tout seul. C'est tout bugué, ça marche. Mais c'est court terme, ouais, c'est un peu le problème. Mais sinon, pour répondre à la question, l'idéal, c'est que ta homepage, ça soit ton branding, en fait. Et Ouais, du voilà, coup, c'est les ça. angles, c'est ton branding. Et si ton branding, c'est un EMD, bah, ton encre, c'est un EMD, tu vois. Mais enfin, c'est l'encre qui va avec l'EMD. Mais c'est censé être ça, des URL, des trucs comme ça. Mais
c'est pas censé être. Et ça peut ranker, mais. J'ai l'impression que j'en vois pas mal, moi, des. Ouais, mais c'est des mecs qui déphasent les homes. Tu regarderas. Pas toujours, je pense. Je pense. Ouais, aussi. Ok. Toujours Lydie qui nous demande la cannibalisation SEO concerne-t-elle aussi les vidéos sur YouTube? Autrement dit, peut-on faire plusieurs vidéos sur le même mot-clé contrairement à Google? Je vais répondre à ça, si ça vous dérange pas. Clairement, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Sur YouTube, vous pouvez vraiment tamponner le même mot-clé en boucle. Et pour ça, vous avez qu'à aller voir, par exemple, j'aime bien prendre son exemple, mais Mounir de Finari. Vous regardez, il a un concept vidéo qui s'appelle analyse de patrimoine, et en gros, à chaque fois, il regarde le patrimoine de quelqu'un et en fait, il force sur ce mot-clé. Je pense que c'est un gros mot-clé. C'est peut-être pas analyse de patrimoine, mais c'est assez similaire. De toute façon, vous comprendrez assez vite. Et il bourrine sur ce mot-clé. Et quand vous tapez dans la SERP, vous tapez dans la barre de recherche analyse de patrimoine, vous tapez le mot-clé, vous le voyez pop. En fait, il y a les 10 premières vidéos, c'est lui. Donc je pense que c'est pas du tout la même manière de fonctionner et vous avez pas du tout cette réflexion. Tu n'auras pas du tout cette réflexion de oui, mais si je fais une autre vidéo, je vais me canner. En fait, tu t'en fous. Même si tu fais une vidéo, après le problème entre guillemets, c'est que il faut s'assurer qu'il n'y ait pas exactement le même contenu. Tu vas dire, ça sert à rien si tu dupliques 20 fois la même vidéo. Évidemment, c'est un peu. C'est que du déphasage d'eau. Ça m'a traumatisé, je suis obligé d'aller voir. Mais même celui-là qui a été racheté, c'est l'ancien site. C'est que du déphasage de home. Mais du coup, voilà, tu ne te prends pas la tête avec la cannibalisation sur YouTube, ça n'existe pas. Et là où c'est fort, ça m'a tellement traumatisé, c'est qu'ils remontent même les anciens thèmes maintenant. Ah ouais? Ouais. Alors ça, je te montrerai, mais moi je l'ai. Enfin, avec Rico, on l'a fait aussi. Hein. Ok. Et c'est facile. Hein. Ouais, mais je veux dire, voilà, c'est qu'ils vont un peu plus loin dans la démarche maintenant. Ouais. Il faut environ combien en budget pour commencer dans l'affiliation Dating Media Buy? Affiliation Dating Media Buy, c'est compliqué, tu prends le plus dur. Justement, combien il faut en budget? Il y a un mec sur Twitter qui a dit qu'avec 100 balles, il faut... En pop et tout, c'est impossible de faire, objectivement. Par contre, sur Facebook, si t'es malin et tu cloques bien, je dirais 1000 €, c'est bon, tu commences. On a ensuite Chris qui nous dit « Le ninja linking est souvent abordé comme une bonne stratégie bien que chronophage. Quelle est la bonne cadence pour déployer des backlinks sur les forums ou autres, entre parenthèses, combien de liens par jour, semaine, mois, trimestre, pour que le travail paye sans envoyer de red flag. Merci à vous trois, j'attends le jeudi midi avec impatience. Chaque semaine, long live les Wizards. » Merci beaucoup, Chris. Moi, je dirais 2 par semaine et tu le maintiens. Ça fait quoi, 8 par mois? Un peu moins, entre 6 et 8 par mois, je dirais. Non, moi j'aurais mis une plus grosse cadence. Ah ouais. Pour moi, tu peux monter à une quinzaine de liens par mois. En fait, c'est est-ce que ton site fait déjà du trafic? S'il a 0 de trafic, qu'il est nulle part, bourrine pas. Par contre, plus tu commences à avoir du trafic et plus tu peux te permettre de faire du lien. Surtout moi, garder le rythme. Et surtout, c'est garder le rythme. C'est vraiment le cœur du truc. Et moi, j'allais dire, en fait, Chris, pose-toi la question, combien de liens... projette-toi sur 2 ans. Et tu te dis... Combien est-ce que je suis prêt à assumer pendant 2 ans sans passer à côté de mon engagement? Combien je suis prêt à poster de liens par semaine en ninja linking? Si la réponse c'est 1 lien, pars sur 1 lien. Si la réponse c'est 3 liens, pars sur 3 liens. Mais en fait, n'aie pas les yeux plus gros que le ventre parce que ce qui va payer, c'est ta régularité. C'est pas le nombre de liens que tu fais par mois parce que la réalité, c'est que si t'en fais pas en 6 mois et que t'arrêtes, c'est nul. Donc, il faut que tu puisses t'engager sur le long terme. On est d'accord là-dessus, Franck? C'est le point principal d'ailleurs. Donc, en fait, encore une fois, ayez une vision long terme de vos objectifs et ce que vous faites. Même quand t'achètes des liens, c'est pareil. Ouais. En ninja linking, regardez aussi quand, par exemple, tu vas sur un forum, tu poses ton lien. Et c'est un forum, donc ça vit, ça veut pas forcément dire que ton lien il sera toujours là. T'as toujours ton compte qui est là 6 mois après, pourquoi ne pas revenir, refaire un message, remettre un lien? Et je ne comprends pas ce truc de plein de gens qui disent un RD, un lien. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et du coup, ça peut être un RD, 3 liens, et tous les 6 mois, t'en refais un sur un forum. T'as déjà fait le travail le plus chiant, qui est de créer créer la base du truc, créer le persona et tout ça pour aller poster, pourquoi ne pas le faire plus régulièrement, quoi. Et pour la partie de la question qui consiste à pour que le travail paye sans envoyer de red flag, j'imagine,
pour moi, le red flag dans ton netlinking, ça va pas être le volume de liens que tu fais, c'est uniquement basé sur tes encres. Donc la réalité, donc tes encres de liens, si elles sont bien diversifiées, si tu poses 10 liens par semaine, mais que tes encres de liens sont bien diversifiées, en réalité, il n'y a pas trop de problème, quoi. Enfin, ça dépend des niches, quoi. Il y a des niches où 10 liens par semaine, c'est peut-être un peu beaucoup, ça va peut-être un peu paraître comme une anomalie. Mais en soi, c'est vraiment tout passe par l'encre, donc fais juste gaffe à tes encres. Après, moi, j'en ai vu plein là qui s'amusent à faire entre guillemets les anomalies et ça marche très bien. Hein. Ah ouais. Et sur des niches énervées en plus. Hein. Ok. La moyenne, c'était 100 RD en 3 ans et eux, ils ont 100 RD en 1 an et ils ont bouffé tout le monde. Donc, ça marche quand même. Après, j'ai pas vérifié récemment si ça tenait dans la durée. Mais du temps que j'ai regardé, je pense que ça a été largement rentabilisé. Pareil, en plus. c'est, même si c'est rentabilisé, pour que ce genre de stratégie tienne dans la durée, il faut qu'il y ait une marque derrière et de l'EAT qui parte plein but. Alors, on a ensuite une question de Sébastien. Quelles sont vos stratégies patrimoniales pour à terme arrêter de devoir travailler? Arthur et Franck ont parlé un peu immobilier. Dans l'immobilier. Franck crypto et rien du côté d'Anthony. Ça alors, Anthony, qu'est-ce qu'il fait? Sans parler de montant, merci Seb, pouvez-vous nous détailler vos stratégies et les pourcentages de vos revenus que vous y consacrez? All-in crypto, voilà. All-in Bitcoin. Vas-y, Anto, moi, j'ai zéro nulle part. Hein. Je fais pas d'investissement. Moi, j'investis dans résidence principale. Ouais, c'est déjà une manière de faire quelque chose en vrai. Hein. En France, c'est un bon investissement parce que t'es pas taxé sur la plus-value. Voilà. Donc toi, c'est vraiment RP. Et d'ailleurs, là, si ton prochain projet éventuel à moyen terme, c'est justement de revendre ta RP actuelle, de ne pas être taxé sur la plus-value. Ouais. Donc c'est intéressant fiscalement d'être en France pour ça, et de racheter une plus grosse RP encore. Et grossir petit à petit, Et vu que toi, t'aimes bien faire de l'immo, j'aime bien rénover. T'aimes bien mettre les mains dans le cambouis. Donc en vrai, ça te correspond bien. Ouais. Toi, Franck, c'est très crypto, globalement. Moi, c'est très crypto et RP également. J'ai mis un gros montant dans ma RP parce que je déteste l'immobilier et je sais que je n'aime pas ça. Et en fait, si j'avais pas fait ça et s'il y avait pas les cryptos qui existent, si ça n'existait pas ou que c'était pas quelque chose qui m'attire, j'aurais tout en bourse. Okay. J'aurais tout en S&P 500, des trackers, des ETF, des trucs comme ça, ou peut-être des trucs à dividendes. Je me suis pas plus penché dessus, mais ça serait ça et je serais tout en bourse et point. C'est beaucoup plus, c'est très passif. Ok. Et moi, pour le coup, j'ai pas mal de crypto aussi depuis un bon moment. Donc là, je pense que j'ai décidé ça y est, les cryptos, je mets plus de billes dedans, j'ai assez donné, même si y a pas de souci, hein, j'y crois encore. Sur le long terme, c'est un super. Je suis très positif par rapport aux cryptos, mais j'ai assez donné. Donc là, je me concentre aujourd'hui sur la construction de mon PEA et en parallèle donc avec, comme tu l'as dit, S&P 500 principalement. Et j'ai des projets aussi en immobilier, donc sur de l'investissement et surtout pouvoir faire du levier, parce que là aujourd'hui, moi je dis mais c'est notre cas à tous, hein, on a tout en France, donc en fait l'un des avantages de la France, à mon sens en tout cas, je dis pas que c'est parfait, mais c'est de pouvoir faire du levier sur de l'investissement immobilier. Et donc, sans sortir trop d'argent de sa poche, pouvoir assez facilement utiliser l'argent de la banque pour investir. Et c'est le plan. Sur les 3-4 prochaines années, ça va être de construire un patrimoine immo en France. Parce que pour le coup, j'ai eu l'immo à Budapest et j'ai un peu saigné du nez. Hein. Je me suis bien fait soulever. Donc, c'est trop mal géré aussi. Oh non, c'était l'enfer. Je pense que si t'es pas sur place... Si c'est géré par des gens compétents et pas des cassos, à mon avis, il y a moyen d'avoir des trucs corrects. Tu l'as en France et c'est géré par des cassos, ça revient au même. C'est juste c'était une équipe de connards, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette partie patrimoine. On peut passer sur la partie... Alors juste pour la partie patrimoine, je rajouterais peut-être un truc. Pareil, c'est à projection quelques années. Mais ce qui pourrait m'intéresser aussi, c'est de rentrer au capital de certaines entreprises de manière minoritaire et tout. Moi, c'est un truc qui me branche pas mal dans l'idée. Donc voilà, à explorer. Mais voilà. Ensuite, on a Renaud qui nous pose la question. Question SEO, maillage interne pour mailler efficacement une page en particulier, la homepage. Est-il pertinent de faire des liens depuis un max de pages
filles sur des encres optimisées, ou peut-on considérer que les liens faits via les menus en header ou footer sont suffisants? Merci à vous trois pour votre super taf. Merci beaucoup Renaud. C'est pas assez puissant les menus. Ouais, ça sert à rien. Faut du in-text. Ouais. Et le in-text, c'est potentiellement chiant à faire en vrai. Si tu veux bien le faire, aujourd'hui encore une fois via certains. Si tu veux bien le outils, faire, ouais. Là, moi, je me suis tapé 60 pages à la main de linking interne. Ça m'a pris longtemps, mais par contre, c'est fait à la perfection, je pense. Ouais. C'est un peu le problème. Et du coup, étant donné que c'est chiant, il y a finalement pas mal de gens qui le font mal. Il faut toujours repasser sur tes anciennes pages. C'est un peu le problème aussi. Quand tu rajoutes du contenu, tu peux toujours remailler un peu. Parce qu'en fait, t'as des tools genre Link Whisper, par exemple, qui est le plus connu, mais il y en a d'autres. Mais franchement, c'est mieux que rien, mais c'est mieux que rien, mais c'est pas dingo. Hein. Ouais. Ça sera pas optimal, parce que moi, par exemple, pour rentrer des liens internes, il y a des moments où je réécris des phrases entières. Ouais, tu refais pour que ça soit propre. Ouais. Après, l'IA le fera sans doute très bien à un moment. Hein. Ouais, c'est déjà le cas. Hein, quand encore une fois, avec Squatch, c'est plutôt chouette. Hein, mais Squatch, par exemple, si tu lui envoies 60 contenus d'un coup, il les auto-linke pas entre eux. Ok. Il faut qu'il va chercher ton sitemap et il va chercher l'existant. Donc, donc, soit tu fais un par un et tu publies un par un, et sinon, c'est peut-être d'ailleurs un gros point d'amélioration, ça, de mon point de vue, quand il y a un bulk. Ouais, j'avoue, c'est simple en plus, parce qu'il pourrait pré-shot les titres au final. Ouais. Enfin, les titres et les trucs. Ensuite, on a une question de Greg. Bonjour, ma question concerne les mots-clés. Suis-je obligé de respecter exactement le mot-clé pour qu'il rank? Par exemple, si mon mot-clé est, entre guillemets, plombier Paris, est-ce que plombier à Paris rank de la même manière? Merci à vous. Ouais, ça rank pareil. Pareil pour les fautes d'orthographe. J'étends un peu la question de Greg, mais je sais que certains vont se poser la question. Les mots-clés avec fautes d'orthographe. C'est avec les S où tu peux avoir des merdes. Avec les S. Ok. Parce que moi, j'ai le cas. Donc, tu ne sais pas que tu ne ranks pas, mais tu as des différences de ranking. Et est-ce que vous faites exprès, par exemple, dans vos contenus, de faire des fautes pour essayer de vous positionner sur le plusieurs façons de le faire. Soit tu claques les fautes en alt d'image, soit tu as des pages où tu as des commentaires et tu peux mettre des faux commentaires qui auront les fautes d'orthographe dedans. Soit tu peux essayer de faire des fautes d'orthographe, mais à des endroits un peu planqués, je sais pas moi, dans des tabs ou des trucs comme ça, pour pas que quelqu'un d'un peu sérieux arrive et se dise ouais, il écrit n'importe comment, quoi. Et je les mettrai pas dans des titles, des sous-titres et tout ça. Mais dans la logique, Google est censé comprendre que la faute d'orthographe est correspondante à un mot. Voilà. On a Dimitri qui nous dit, pour un seul site de vente de formation en ligne, est-ce que ça vaut le coup de créer un réseau de sites pour avoir des backlinks? Et si oui, combien de sites faire pour avoir le bon compromis entre les résultats et le temps passé à les faire? Je sais pas, ça te rapporte combien en fait? Je trouve que savoir si tu montes un PBN ou pas, c'est est-ce que ça va être rentable? Avant de savoir, oui, puis avant de savoir si tu montes un PBN ou pas, c'est comment est-ce que tu te positionnes aujourd'hui? Si aujourd'hui tu es déjà dans le top 3, ouais, t'as pas besoin de beaucoup. Hein. En vrai, ça se trouve avec 10 sites, ça marche. Ouais, et si t'es très loin et c'est très compliqué, commence à construire peut-être en effet un petit site. Après, évidemment, t'as raison de pointer la question des gains. Si ça te rapporte de l'argent, n'hésite pas à mettre un peu d'argent pour la construction de ce PBN. Par contre, si ça te rapporte peanuts, te ruine pas dans un truc qui rapporte potentiellement rien, quoi. À part si tu es sûr à 100% que t'as un marché en face. Donc... Ouais, mais en vrai, je te rejoins Anto sur... franchement, il n'y a pas besoin d'aller voir très loin sur la partie construction de PBN dans beaucoup de cas. Si vous êtes sur des marchés OK. Pour moi, t'enclenches un PBN quand t'as déjà des résultats. Ouais, oui. Sauf si tu peux pas acheter le lien. Ou alors quand tu connais très bien le marché et que tu sais qu'avec un PBN, tu vas pouvoir débarquer et casser tout le monde. Sinon, on commence par l'achat de liens classiques et une fois que tu as des bons résultats... Moi, je trouve que c'est un peu plus chirurgical le PBN. C'est quand tu veux aller attaquer une requête très précise. Tu sais, il faut déjà que tu aies une bonne petite structure, quoi. Pour moi, le PBN fait partie d'une stratégie de volume, par contre. Parce que ou alors, tu te fais vraiment chier, c'est aussi possible, hein, mais de faire toute ta stratégie sous forme de PBN, et du coup, ton volume de liens, c'est aussi du PBN. Mais moi, ce que je préfère, c'est faire de la stratégie de volume, donc acheter différents types de liens, et ensuite, aller, comme tu dis, faire du chirurgical avec du PBN, aller cibler des angles très précises avec du PBN, aller faire, aller vraiment dans le détail avec le PBN. Mais aller dans le détail
à 100%, c'est cramé. Donc, en fait, t'es obligé à un moment de diluer un peu ton truc, quoi. Ouais. Pour moi, tu dilues avec du ninja linking dans ce cas-là. Ouais. Plutôt qu'avec... Avec différents profils de lien. Ouais. C'est ça. De toute façon, dans n'importe quel cas, il faut pas être 100% quelque chose. 100% Ouais, déjà, dans tous les 100% cas, truc. c'est ça. On a Laurent qui nous dit comment l'IA va impacter le web. Pour préciser, si l'IA fait tomber Google de son piédestal, est-ce que cela pourrait être une bonne chose finalement pour les éditeurs de sites? Comment le marché pourrait-il se redessiner? On revient un peu sur la discussion qu'on a eue sur le dernier épisode, mais c'est pas très grave. Mais comment vous voyez un scénario Idéal pour nous? idéal ou pas? Un scénario, même s'il n'est pas idéal, un scénario que vous pensez réaliste, quoi, de ce qui peut potentiellement se passer. Il faut s'adapter et aller sur de la vidéo. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise nouvelle en soi, que ça soit d'ailleurs sur la vidéo ou autre chose, on verra de quoi est fait demain. Mais moi, c'est ce que je dis, quand on voit en 10 ans, on a dû se réinventer non-stop, en fait. Ça fait partie du métier d'éditeur. Donc vous devez être capable de vous réinventer, de vous adapter très vite. Et qui dit nouveau marché, dit nouvelles opportunités. Donc il va juste falloir les identifier rapidement et les saisir. Et ça dit aussi les anciens qui vont se dire, enfin je dis anciens, mais des gens qui, ça fait quelques années qui font par exemple de l'édition pure en SEO, qui se disent ah bah ça y est, c'est finito, c'est cassé, j'allais chercher un CDI en agence. Et au final, ça laisse un boulevard à des gens qui se disent ok, moi je m'adapte. J'ai compris que un script YouTube ça fonctionne comme ça, je peux l'automatiser en faisant ça et faire une vidéo en quasi automatisé où je monte un truc parce qu'il y a quand même, je trouve, pas mal de similitudes pour des gens qui voudraient passer d'articles écrits à script YouTube avec une voix off par-dessus. C'est pas forcément il y a quand même des points qui restent communs et monétisation derrière ça reste la même aussi. Avec des subtilités qui changent, mais... Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, donc ça c'est une question de SB, d'une régie comme Affilisting? Combien de temps pensez-vous qu'il faut consacrer pour lancer un site? Ça c'est toujours... Alors, est-ce que c'est une régie? C'est pas une régie, non, c'est un agrégateur, c'est un AF+, quoi. C'est AF+, c'est Offervolt. Un peu mieux parce qu'il y a plus de régie, mais voilà, quoi. Ouais. Si tu vas dig dedans, que tu vas chercher et que tu vas trouver des trucs, et combien de temps ça prend de faire un site, c'est ça la question? Ouais. Bah ça c'est compliqué de répondre. Entre 5 heures et 6 mois, quoi. Ouais. Il n'y a pas de réponse parfaite à ça. Ça dépend de la thématique, ça dépend si c'est toi qui te tape tes contenus, l'intégration de tes contenus, ça dépend de plein de choses. Mais lancer un site, ça peut aujourd'hui être fait assez rapidement. Si c'est fait sur WordPress, la structure de ton site, si tu veux l'emballage de ton site, tu peux l'avoir assez vite. C'est tout ce que tu vas mettre dedans qui risque de te prendre plus de temps SB. Donc oui, Affilisting ou tout outil équivalent peut être un moyen de trouver des idées de niche pour ceux qui se posent la question. Et combien de temps vous pensez qu'il faut consacrer? Bah ça, c'est vraiment en fonction du site et de ce que tu vas y faire, quoi. Franchement, c'est difficile de répondre à ces questions, mais concrètement, parce que je sais que quand on est très débutant, on a aussi besoin d'avoir un peu plus, on doit être un peu dans le flou sur ces trucs-là, et je peux le comprendre. Très concrètement, toi, un des sites que tu as lancé récemment avec peu de contenu, je pense à une thématique un peu, voilà, on se comprend. C'est un site, tu as mis combien de temps dessus à mettre en place l'emballage? Je découvrais le thème. Ouais. Je savais pas comment ça marchait, j'ai testé, je sais pas, en 5 heures, il était prêt. Voilà. Et après, toi, bon, en l'occurrence, tu as de l'expérience, tu sais faire du contenu, donc tu peux sous-traiter ton contenu. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que si vous êtes débutant, franchement, peut-être que c'est plus pertinent pour vous de mettre les mains dans le cambouis et de faire vos contenus vous-même pour comprendre comment ça fonctionne. Mais ce même site que tu as mis 5 heures à setup, il a mis combien de temps avant de te rapporter la première commission? Non, pas longtemps, ça a mis... après, c'est un cas spécifique, c'était un cas spécifique, niche, mais en un mois, je crois que j'avais mes premières com. Voilà. Et en 3 mois, il rapportait combien? Entre 1000 et 1500 euros par mois. Ah, donc encore une fois, c'est pas nécessairement l'exemple sur lequel il faut se baser, parce que Franck a de l'expérience et que, encore une fois, on fait ça depuis 10 ans, donc c'est normal d'avoir un peu plus de visibilité et de ressources là-dessus, mais c'est typiquement le temps que ça peut prendre de lancer un site qui fait de l'argent. Tout comme parfois vous allez lancer un comparateur, on parlait, je sais plus si c'est dans cet épisode ou dans le dernier, mais d'un comparateur de lampe de chevet ou de bande muscu.
Bah, c'est un site qui, si vous faites le contenu vous-même, vous allez peut-être mettre 5-6 mois à avoir votre première commission, alors que vous y travaillez 1 heure tous les 2 jours ou 1h30 tous les 2 jours pendant 6 mois. Donc voilà, c'est très variable en fonction de ce que vous faites. Ça peut aller très vite comme La chance que t'as, il y a quand même une part de chance. Il y a une Tu part vois, de chance. Hier, pendant le live, j'ai donné une niche qui est en vrai une bonne niche. Je suis même pas sûr que beaucoup de monde ait vraiment capté. Et alors qu'on nous demande des niches tout le temps, mais quand tu les donnes, t'as l'impression que personne les prend. Et il y a juste une personne qui m'a MP en me disant c'est ouf que t'aies donné cette niche parce que je bosse sur le sujet et je pensais que ton gros projet que tu lances actuellement était sur cette niche justement. Et il dit j'ai été étonné que tu la dises en live. Et en effet, je bosse pas dessus et c'est pour ça que je l'ai donné parce que je m'en fous. Si je peux me permettre, parce que pareil, je me suis fait la réflexion parce que c'est clairement le type de truc que t'aurais pu lancer en effet. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ok, donc là, c'est aussi ton focus aujourd'hui a changé. Ouais. Mais je pense que s'il n'avait pas changé par rapport en fait, dis-toi que j'ai déjà un partenaire qui me proposait 40% d'affiliation sur cette niche. Ouais, mais je leur dirai pas parce que les gens avaient qu'à être là pendant le live et écouter. Mais il y a des moments où on balance des grosses niches, faut juste aller les prendre. Hein. Nous, on n'a pas le temps d'être partout, donc. Et on a Jean pour la dernière question qui nous dit négative SEO, comment s'en protéger et les points à vérifier régulièrement pour qu'un site ne se fasse pas dégommer. Ça n'existe plus vraiment. Alors, je pense que ça existe encore. Si, ça existe fort en vrai. Ah ouais. Mais sur quoi, sur le duplicate? Il duplique en masse. Ouais. Je pense à duplicate avec prise de paternité sur des gros. C'est le truc que je vois. Après les liens, en vrai, ça marche plus trop. Les blasts? Ouais. C'est chiant, c'est chiant. Ça pollue, ça pollue. Ça fait flipper, c'est chiant. Ouais, c'est vrai. En termes d'impact, c'est pas. Je pense que le plus puissant, c'est le duplicate. Ouais, je pense, ouais. Bon, sans trop rentrer dans le détail, parce que l'objectif, c'est pas non plus de vous expliquer comment faire du négative SEO. Parce qu'il vaut mieux se concentrer sur comment ranker vos propres sites que de savoir comment défoncer ceux des voisins. Ouais, parce qu'en vrai, il y a plus trop d'affiliés qui font ça. Enfin, c'est rare, c'est très rare. Il y a une stratégie qui marche trop bien et je vais pas la dire parce que pour le coup, tu peux casser vraiment de bise, mais on en parlera après. Mais il y a, honnêtement, pour des gens qui veulent vraiment faire du mal, il y a toujours des stratégies qui fonctionnent très bien. C'est juste que ça demande un petit peu de ressources. Ça demande un petit peu d'argent en investissement pour avoir les ressources nécessaires pour ensuite aller casser les trucs des autres. Mais grosso modo, alors je sais plus qui a posé, c'est Jean qui a posé la question. Jean, si aujourd'hui t'es pas directement confronté dans le cas de ton site, si on n'est pas en train de te négative SEO, franchement, te pose pas trop de questions parce que la réalité, c'est que nous, on fait de l'édition depuis plus de 10 ans. On s'en est pris en plus. On s'en est pris tout début. En disant. C'est vrai que ça fait bien longtemps que les gens le font plus. Trop d'actualité. En fait, le SEO, ça prend du temps déjà de bosser sur son propre référencement. Si en plus c'est pour mettre de l'énergie pour niquer le voisin, c'est bon. Enfin, faut vraiment être déter, quoi. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de ce deuxième épisode en studio. Encore une fois, on espère que c'est un épisode qui vous a plu. Si c'est le cas, la meilleure manière de nous le faire savoir, c'est de laisser un like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain midi pour le prochain épisode. Salut. Ciao. Salut.